Nous sommes aujourd'hui là pour célébrer la deuxième édition de la journée d'intégration de la promotion 9, sciences politiques. Une journée qui appartient à tous les étudiants et étudiantes de l'espace numéro de Merci encore une fois pour votre déplacement effectué. Merci encore une fois. Chapeau à vous. Vous avez mérité vraiment des remerciements très sincères et très chaleureux. C'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. Chapeau à vous. Merci beaucoup pour cette belle organisation. Pour la réussite des activités de la science politique. Merci encore une fois. Soyez les bienvenus. Sans oublier notre modératrice, Rudia Valdé, qui est là toujours pour soutenir les Nodokola. Merci encore une fois. Le chronogramme, nous avons l'accueil des invités, la mise en place des invités, de Marc, bien sûr. Le parrain qui n'est pas encore là, mais monsieur le conférencier ici. Sassoumley Kouyaté, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir à l'ENO. Aujourd'hui, je promets de ne pas faire d'erreur sur votre nom. Sassoumley Kouyaté. Alors, en deuxième lieu, nous avons le mot de bienvenue du président du Beno, Issa Sané. Ensuite, le mot à César, ce qui appartient à César. Donc, Tierno Boubacar Bari, il est l'administrateur. Donc, il doit commencer par le mot de bienvenue. Issa, on te laisse avec le Beno. Ensuite, nous avons le discours du président qui nous a réunis ici, le président du club SP. Après, nous aurons le discours du conférencier ou l'interaction entre conférencier et public. Monsieur le représentant du parrain, cher public et l'ensemble des membres du club SP et ses présidents qui sont là, je vous dis bonjour. Je réponds au nom de Issa Sané, étudiant en multimédia communication digitale, master 1. Je suis aujourd'hui honoré de représenter l'administration qui est APC, Dr Tierno Boubacar Bari, qui n'est pas là, qui est hors de Kolda. C'est un honneur et plaisir quand même d'être là en tant qu'invité, en tant qu'aîné aussi de cette ENO. Journée d'intégration n'est rien d'autre que d'intégrer la nouvelle promotion. Les intégrer, les parler quand même de la fonctionnalité de leur filière. Pour qu'eux aussi, demain, qu'ils puissent expliquer aux nouveaux bacheliers ou bien aux générations futures qui vont venir et les dire exactement voici la filière, notre filière, voici les débouchés. Vraiment, il menace aucune école pour les réussites des activités au sein de l'UBS. Un grand merci vraiment pour votre déplacement. Voilà, merci encore une fois, monsieur le président Sabali, pour le travail consenti durant tous ces temps. Sans oublier notre doyen Souleymane Diao, qui est toujours là pour soutenir les étudiants de la science politique. Et notre cher président du Bénin, Issa Sani. Voilà, je ne vais pas tirer en longueur, juste j'ai deux axes. Voilà, en tant que membre du Bénin, mais aussi en tant que membre du club sciences politique. Donc aujourd'hui, nous vous disons vraiment soyez les bienvenus, et sachant que nous tous on est en famille. Donc qui dit IBS dit la famille. Donc la journée est dédiée uniquement à la P9, mais elle appartient à tous les étudiants de l'espace numérique ouvert de Kolda. Donc excusez-moi de sortir un peu dans le cadre de représentation. Je vais essayer un peu. Sciences politiques de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Bonjour l'administrateur de l'espace numérique ouvert de Kolda. Bonjour le chargé de la pédagogie de l'espace numérique ouvert de Kolda. Bonjour l'AGN de l'espace numérique ouvert de Kolda.
bonjour le parrain de cette activité, chers frères d'honneur, chers invités, madame, monsieur, à vos titres et qualités, bonjour. Je tiens à remercier très sincèrement et chaleureusement l'ensemble des étudiantes et étudiants de la science politique qui ont eu confiance à ma modeste personne en me donnant cette responsabilité. Je voudrais aussi rappeler aux étudiantes et étudiants que mon engagement aujourd'hui restera toujours. J'assurerai donc pour ce nouveau mandat la conduite de la transparence à vos implications étudiantes et étudiantes aux activités que nous effectuerons durant des étudiants pour m'assister autant qu'ils le pourront dans mes différentes missions. Certes, je suis le président, mais sans votre aide, par preuve d'abnégation, contre ce fut le cas des différentes activités. Je suis un simple étudiant comme tout un chacun d'entre nous. Ici présent. Pour ce, je demande de venir s'unir mes forces matérielles, morales et intellectuelles sans distinction de promotion, allant dans le sens de la pédagogie pour redorer le blason de notre cercle. La pédagogie est primordiale dans un temple du savoir. Il est de notre devoir de la privilégier. De l'une des filières qui porte le monde, c'est les sciences politiques. Alors, quand nous regardons le chronogramme, j'ai bien dit au président que nous avons l'habitude de faire des conférences, mais en 1 heure, nous paraissent très petits. Naturellement, une conférence dans des universités, le minimum c'est 3 heures à 4 heures de temps. C'est l'exposé vif, l'interaction, pour permettre de nos échanges, parce qu'il ne s'agit pas du frontal, il s'agit bien d'un échange parce que nous sommes dans un temple du savoir. Et qui dit temple du savoir, naturellement c'est l'humilité qui est mise au rendez-vous, échanger avec vous. Et c'est dans ce sens que je remercie mon neveu, un de vos anciens, naturellement, Diao, qui est là en tant qu'invité. Bon, je vous dis que je dis bien parce que nous sommes déphasés, bien entendu. Si vous permettez bien. J'aimerais aussi remercier Kémy, le panafricaniste, qui, une fois avoir vu l'affiche, automatiquement nous a saisi et nous l'avons expressément envoyé une invitation. Kémy, c'est ce jeune Africain qui est là assis, qui se bat pour les causes de l'intégration africaine. Il est parmi nous. C'est une idée. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, donc c'est le berceau de toutes les civilisations du monde. Maintenant, quand nous sommes complexés, sclérosés, dominés à travers les livres que nous avons, nous aurons du mal à relever nos fronts et regarder droit à l'avenir, alors que nous sommes la mère de toutes les civilisations. Dans toutes les œuvres, bien entendu, de sciences politiques, quand on doit renvoyer à Athènes des impairs, je ne dirais pas énormité, mais il nous appartiendra à nous tous, étant jeunes cadres intellectuels africains, comme l'a si bien fait Cheikh Anta Diop, qui, quand il voulait justifier que l'Afrique est le berceau de l'humanité, il s'est investi corps et âme dans ses recherches en mettant nation, nègre et culture, en mettant ce qu'on appelle la m'orienter vers la conférence. Naturellement, tout ce que je pourrais dire, ce jeune en apparence, oui, est un professeur d'histoire et de géographie de formation, consultant et chercheur. Alors, pour moi, c'est la plus noble des présentations que je puisse faire. Parce que tout simplement, quand on est enseignant à l'université, on est obligé de nous battre, de faire des recherches pour pouvoir nous imposer, nous investir, parce que le 21e siècle est un siècle de l'excellence.
avoir les diplômes, oui, mais les bons diplômes, avec les bonnes mentions qui nous permettent demain, quand nous sommes à l'achèvement de nos cursus, qu'on puisse lever la main, dire nous sommes les premiers de notre promotion. L'excellence et refusons la fuite des cerveaux. Refusons la fuite des cerveaux. Le professeur Marité Ounian, non j'allais dire le professeur, le philosophe de l'université Cheikh Anta Diop, après avoir enseigné plus de 35 ans à l'université de Dakar, a plié bagage pour aller aux États-Unis. C'est une perte pour le Sénégal. Il n'est pas parti aux États-Unis pour se faire de l'argent, peut-être, mais c'est pour qu'on lui taille sa place, ou on donne une place dans la société qu'il mérite. Parce qu'au Sénégal, en Afrique, surtout dans notre Sénégal, les intellectuels souffrent. Ils souffrent parce qu'ils sont jugés selon le bilan matériel, alors que l'intellectuel ne se juge pas selon les bilans matériels. Si nous prenons Albert Einstein, si nous prenons tous ces scientifiques qui ont marqué le monde, vous ne verrez pas parmi ceux-là les riches. Jusqu'à Cheikh Anta Diop, qui, quand il quittait ce bas monde au Sénégal, il n'était même pas professeur encore au Sénégal, ou il n'avait pas le titre de professeur au Sénégal, au moment où il est professeur aux États-Unis. C'est pour vous dire que réellement, nous sommes dans un temps demander expressément au président d'inviter les diplômés de cette filière, s'ils sont même docteurs, d'être là avec nous pour que l'échange soit fructueux. Parce que le monde intellectuel, c'est l'échange qui est la lumière. Et c'est cette lumière que jaillit la noblesse qui permet de faire progresser la vie. L'intitulé du thème, pouvoir public et problème public. Quelle analyse pour lutter contre le chômage des jeunes? C'est un sujet très vaste, très lourd. Rien que le pouvoir public seulement, nous pouvons dériver des pouvoirs publics. Les problèmes publics dérivent des pouvoirs publics. Et nous avons l'autre point, c'est la question, ce qu'on appelle la spécificité. Quelle analyse des actions publiques pour lutter contre le chômage des jeunes? Qu'est-ce que nous entendons par problème public? Quand nous parlons du chômage des jeunes, mais avant cela, il y a ce qu'on appelle le postulat des actions publiques pour lutter contre le chômage, c'est-à-dire donc pour endiguer le chômage. Donc cela veut dire quoi? Si nous reformulons le sujet autrement, c'est de dire quelle analyse des actions publiques pour endiguer ou réduire le chômage, ou bien pour l'emploi des jeunes ou pour leur employabilité. Voilà les actions. Je préfère parler, parce que moi le terme chômage me gêne. Au XXIe siècle, oui, je me sens très mal dans ma peau et dans mon âme d'entendre je suis au chômage. Je préfère quelle analyse des actions pour lutter contre le chômage des jeunes. Alors, quand on parle de pouvoir public, le dépositaire de tout ce qui est, comment on appelle, instrument économique, politique, culturel, de défense, de sécurité, etc. Donc, en un mot très simple, c'est l'État et ses démembrements.
je parle de l'État, c'est le pouvoir central et ses démembrements, les différentes institutions, les différentes branches, les communes, l'administration territoriale. Tout ceci, ce sont ce qu'on appelle les démembrements, ce qu'on appelle le pouvoir public. Même si la quintessence vient d'en haut, l'orientation, ils ont pouvoir d'orientation, de priorisation et d'exercice. Orientation, priorisation et d'exercice. Mais auparavant, il y a ce qui peut sous-tendre tout ce pouvoir. C'est le nerf de la... D'où la notion d'équité. D'équité territoriale dans les investissements, d'équité dans l'octroi même des avantages, équité dans la redistribution des ressources. Parce que pour la plupart des pays africains, nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes assis sur de l'or et nous avons faim. Nous sommes assis sur de l'or et nous avons faim. C'est la redistribution des ressources qui pose problème. D'où la notion d'équité. Il a eu le premier problème avec les étudiants. Quand il a eu ce problème avec les étudiants, il est resté en 1996, il est allé à Thiès pour dire la jeunesse thiessoise est malsaine. Ah, l'État là, là se sont levés pour dire nous les jeunes, nous devons. Première mesure, il est entré à l'université de Dakar. Parce qu'à l'époque, ce système-là, que vous appelez LMD, n'existait pas. L'autre système-là, qui a remplacé LMD, n'existait pas. Il y avait un système qui existait. Quel est le système? Vous avez votre bac une fois, vous entrez à l'université une fois, et vous ne sortez jamais de l'université si vous voulez. Vous restez même à l'université, vous avez même ce qu'on appelle le pavillon des mariés. Oui. Non, demandez, ils vont vous dire, il y avait même le pavillon des mariés à l'université de Dakar. Il n'y avait qu'une seule université de Dakar. Nous tous nous sommes de Dakar. C'est là qu'il a modifié pour dire désormais, toute personne qui fait 2 fois la même année, c'est-à-dire si vous êtes en première année 2 fois, vous cartouchez. Vous êtes exclu des universités. Je réponds au nom de Souleymane Diao. Je suis étudiant en master et spécialisé en management des politiques publiques. Et c'est avec plaisir que je suis devant vous. Essayez donc d'apporter quelques contributions par rapport au thème qui nous est réuni aujourd'hui. Je pense que notre conférencier, l'éminent, n'a pas manqué de points tellement riches pour essayer vraiment de nous les éclaircir ici. Aujourd'hui, le thème qui nous est réuni, on parle de politique publique, l'action publique. Quelle analyse faites-vous des actions publiques de lutte contre le chômage des jeunes au Sénégal? Et pour moi, ce sujet-là paraît essentiellement de se rappeler, juste au résumé, parce que le conférencier a abordé les différents thèmes qu'on devrait aborder ici. C'est juste de rappeler dans l'historicité, voire même la naissance de ce qu'on appelle une politique publique. Alors, les politiques publiques sont nées vers les années 30, l'historique. Alors, quand on parle des années 30, je pense que la salle, on ne vous apprend pas ce qui s'est passé dans les années 1930. Autrement dit, dans les années 1920, 2029, c'est ce qu'on appelle le New Deal, la crise économique des années 30. Alors, dans cette crise économique des années 30, l'économie était considérée, il y avait l'absence de l'État dans l'activité économique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec cette crise-là, il fallait maintenant intervenir. C'est ce qu'on appelle l'intervention de l'État dans les actions publiques. Ça, c'est vers les années 1930. Alors, qu'est-ce que l'État a compris maintenant? C'est quoi maintenant? Il fallait maintenant, parce qu'un problème public est devenu quelque chose de manière récurrente. C'est comment régler maintenant les problèmes publics. C'est en ce moment que les gens on a compris maintenant, les autorités sont revenus maintenant, on fait un recours vers les universitaires.
Les gens sont compris, mais tiens, il faut que l'État intervienne dans l'activité économique. Donc, ces étudiants-là ont fait des efforts intellectuellement, de manière, des activités scientifiques en collaboration avec les universitaires. À l'occurrence, ce que j'ai nommé ici, il y a Lund, il y a aussi Suret. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, nous étions dans une crise. Comment résoudre ce problème-là? Vous tous, c'est-à-dire nous tous qui sommes là, nous savons que nous avons des problèmes dans l'activité politique. Alors, cela veut dire quoi? Certains choses, d'abord, c'est quoi un problème public? Avant même de parler d'un problème public, d'abord, c'est quoi une analyse des politiques publiques? Nous sommes dans les sciences sociales. Hein. Les sciences sociales ne sont pas des sciences qui sont exactes. Vous pouvez définir, d'autres peuvent définir. Il y a même un Thomas Dahl qui a défini l'analyse des politiques publiques. Il dit c'est tout ce que l'État décide de faire et de ne pas faire. Donc certains auteurs ont critiqué par rapport à cette définition-là, tout ce que l'État décide de faire ou de ne pas faire. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, nous, le thème c'est quoi? C'est le chômage. Mais ce n'est pas seulement le chômage qui est un problème public. Il y a l'éducation, il l'a rappelé. Il y a le système sécuritaire, entre autres. Mais les gens ont compris maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous, excusez-moi, parce qu'en effet, on n'avait pas de problème public, on n'avait pas de politique publique. On n'avait pas de politique publique dans les années 30, non, on n'avait pas de politique publique. Maintenant, c'est vers les années 1980 qu'on a ce qu'on appelle, bon, 1960, avec l'accession de la majeure partie de nos souverainetés, que nous avons maintenant ce qu'on appelle les politiques publiques. Donc, une politique publique, faire ou de ne pas faire, donc ça ne suffit pas pour définir une politique publique. Et on dit maintenant les politiques publiques ont un problème public. Mais qu'est-ce qu'un problème public? Un problème public, je donne un exemple très simple là. Un problème, quand il est public, c'est qui veut dire qu'il y a l'intérêt général. Quand le système éducatif, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, à chaque fois les étudiants sont réunis pour réclamer ce qu'on appelle leur bourse, ça devient maintenant un problème public. Mais l'État va dire, mais tiens, étatique, le changement des individus à la tête des États, c'est-à-dire la liberté d'expression, et ainsi de suite. Bon, nous tous, c'est-à-dire c'est devenu un débat universel à travers, bon, c'est-à-dire à travers tout le monde, à travers du monde entier. Je vais retracer l'historique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est bon, c'est quelque chose qui a été créé ou inventé, autant pour moi. C'est-à-dire, la démocratie, entre guillemets, comme ça encore, bon, c'était juste pour les transdescendants. C'était une question de formule pour pouvoir, c'est-à-dire contrôler ce qu'on appelle, si je vous dis du transdescendant, c'est-à-dire des questions spirituelles. Donc, une parenthèse entre ce qu'ils faisaient cultiver, c'est-à-dire les faisaient implanter, et ils pratiquaient, c'était ce qu'on appelle l'esclavage. Donc, bon, cette démocratie, selon comme on nous le dit, ça n'a rien à voir avec comme les Grecs ou bien les Occidentaux l'ont inspiré et comme ils font avec. Ce n'est pas une façon de dire que les panafricanistes ne sont pas démocrates. Le professeur Sassou nous l'a très bien expliqué. Si on prend l'exemple du charte Kouroukanfouga, qui est le charte du Mandin, qui est vérifiable d'ailleurs dans l'internet, après avoir c'est-à-dire organisé ou bien bon, créé l'Union africaine, ils ne pouvons pas instaurer cette charte-là au sein de l'Union africaine. Ils l'ont modifiée avec ce qu'on appelle la charte africaine des droits et des peuples. Ça même bon, ça a un peu de lien avec ce qu'on appelle le charte Kouroukanfouga. Donc ça continue comme ça. Maintenant, la démocratie c'est quoi? La démocratie, c'est-à-dire nous parlons de tous, nous parlons de tout. Aujourd'hui, en mathématiques, quand on parle de mathématiques, on parle des théorèmes de Pythagore et de Thalès. Mais ces gens-là, où est-ce qu'ils ont appris leurs théorèmes? En Égypte. J'ai même fait ce qu'on appelle le parallélisme. Parce qu'au départ, à l'origine, vers 1900, l'Afrique n'était pas le berceau de l'humanité. Les gens ont mis le berceau de l'humanité en Asie. Progressivement, après c'est devenu l'euro. Vous vous souvenez du Pithecanthrope?
de l'Australopithèque ou du Sinanthrope, naturellement, le berceau a évolué. Parce que tout simplement, ceux-là se sont investis dans la recherche. Charles Darwin, qui a mis en place ce qu'on appelle la théorie de l'évolutionnisme de l'homme, qui dit que l'homme est issu du singe qui a évolué naturellement. Mais c'est l'ensemble de ces affirmations-là, depuis Léo Frébonius, Maurice Delafosse, l'ensemble de ces affirmations de ces intellectuels que Cheikh Anta Diop a battu en brèche pour dire tout ce que vous avez dit pendant des centenaires, pour dire que le berceau de l'humanité c'est l'Asie, c'est l'Europe, c'est pas vrai. Suite à mes recherches, le berceau de l'humanité c'est bien l'Afrique avec la découverte de Lucie. Et quand il a mis sur la table avec ce qu'on appelle le carbone 14, cet instrument de datation, toute la communauté universitaire, universelle, je répète, universitaire et universelle, tout le monde, ils sont d'accord que effectivement, il a raison, ce qui fait que, à partir de sa publication de thèse, tout le monde scientifique est unanime que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors, expressément, j'ai parlé de l'Afrique berceau de l'humanité. Cela veut dire quoi? Le premier homme est né en Afrique, ou bien serait né en Afrique. Naturellement, quand il y a un homme, il y a une civilisation. La politique est civilisée. La civilisation est l'ensemble des aptitudes et acquis qui sont transmis par l'éducation. Naturellement, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc l'Afrique est la mère de toutes les civilisations. Donc la politique dont nous importons est bien née ici, chez nous. C'est sous cet angle que je disais, naturellement, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc nous n'avons rien à envier à la Grèce antique. Parce que les Grecs se sont inspirés de nous. Et pour aller plus en profondeur encore, dans le monde moderne, comme on parle de sciences politiques, je vous ai dit, les sciences po, c'est une science sociale, évolutive. Je l'ai dit pourtant, évolutive. Le format change en fonction des pays, ça change en fonction des époques et ça change en fonction des aspirations. On est d'accord. Donc de ce point de vue, si nous parlons, ils sont inspirés de l'Égypte. Malheureusement, leurs intellectuels se sont mis à écrire parce que le monde intellectuel ne connaît pas l'oralité. Alors que la plupart des cultures africaines sont adossées à l'oralité, excepté les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes là qui ont été déchiffrés par Jean-François Champollion. Souvenez-vous de ça. Donc, qui étaient des écritures ou des lettres codées. Tout le monde n'a pas la capacité et l'aptitude de les déchiffrer. Il appartient à l'élite africaine que nous sommes d'aller vers cette dynamique et de faire comprendre au monde intellectuel qu'effectivement, si nous sommes berceau de l'humanité, toutes les civilisations sont nées en Afrique. À partir de l'Afrique, ça s'est propagé dans le monde. Pour vous conforter, vous savez, aujourd'hui, on parle de constitution. Je parle, n'est-ce pas? Et on prend en référence les pays européens ou la France ou les États-Unis ou l'Israël, n'est-ce pas? Quand on parle de démocratie, chaque fois celui qui parle, il dit comme aux États-Unis, en Israël ou en France, n'est-ce pas? Mais la démocratie ou bien les constitutions de ces pays-là, vous savez ça de quand? La France s'est offerte sa première constitution en 1789. C'est au XVIIIe siècle. Les États-Unis, 1776, la guerre de sécession, c'est au XVIIIe siècle. Vous savez que l'Afrique a eu sa première constitution quand? Vous le savez? Hein? Au Xe siècle, avec l'empire du Mandé, le Fourgan-Fougan. Le Fourgan-Fougan, pardon. Le Fourgan-Fougan. Au Xe siècle, l'Afrique, la charte du Mandé, le Fourgan-Fougan. Donc, Fourgan-Fougan. Donc, ça veut dire quoi? Comme disait Césaire, on taxe maintenant de n'avoir ni créé ni la poudre ni la boussole. Et nous sommes là dans ce complexe. Déchaînons-nous. Se déchaîner, ce n'est pas avec ses chaînes, mais c'est mentalement. D'où
l'alerte qu'il faut de façon efficiente et de nous assumer en tant qu'intellectuels et pouvoir écrire. Écrivons. La production, c'est ce qui m'a amené à vous dire, 15 ans après, nous aurons besoin de faire la barbarie. C'était ça la vérité, chez eux au XVIIIe siècle. C'est ça exactement. Les guerres fratricides entre les Gaules et les Francs, les Lombards, c'est ça. L'histoire de la Rome antique entre les Nesri, exactement c'est ça. Mais en ce moment, nous, on a déjà fait notre siècle des Lumières. Je vous ai parlé du Xe siècle, avec l'Empire du Mandé, avec la première constitution universelle. La première constitution du monde est née en Afrique et au Xe siècle. Donc s'il y a copie, c'est eux qui ont copié, mais pas nous. Par contre, eux, ils ont trouvé des systèmes où ils ont tout codifié. À travers leur langue, ils nous ont dominés. Vous voyez? Ils nous ont dominés. Mais nous n'avons rien à envier. Nous n'avons rien à envier. Mais l'État, par exemple, du Sénégal, l'État, l'Afrique n'a pas connu l'État avec la colonisation. Regarde, quand on parle de Kotubarma, c'est différents principes, c'est tout. Hein? C'est avant le XVIIIe siècle. Donc nous avons nos propres théories, nous avons notre propre philosophie. Notre philosophie existe. Il nous appartient à nous de porter cela en bandoulière. D'où cette prise de conscience nouvelle. La dernière fois, vous avez vu des élèves faire des grèves. Pour dire quoi? Enseignez-nous notre histoire. Hein? C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Parce que chaque peuple, pour se développer, a besoin de se connaître, a besoin de savoir d'où il vient. Son tracé, vous avez parfaitement raison, mais le 18e siècle dont vous parlez, c'est leur siècle de lumière à eux. C'est eux qui ont abandonné la barbarie au 18e siècle. Mais chez nous en Afrique, la barbarie a été abandonnée déjà avant la fin du 10e siècle par la naissance du charte, comment on appelle, du Mandé, le Fougan, donc qui a réglé les questions. Qui a réglé ces questions. Donc cela veut dire quoi? Courage aux jeunes Africains que nous sommes. Ça c'est important. De se démarquer des théories feutrées. J'ai rappelé Charles Diop. Il a étudié en France. Il a fait ce qu'on appelle les mathématiques, les physiques. Savez-vous pourquoi il a fait après un doctorat aussi en histoire? C'est pour prouver à la face du monde. Pourtant, sa première thèse, il l'a écrit sur les physiques nucléaires. Rares sont les Sénégalais ou bien les Africains qui ont su que Charles Diop a écrit sur les physiques nucléaires. Si vous demandez à vos grands-pères et autres, ils diront bancaire. Non, pas de compte bancaire. J'ai même pas un véhicule. Ok? Oui. Non, je veux bien. Mais je veux dire, ce que je veux, ce n'est pas l'aspect matériel que je veux citer. La richesse d'un enseignant, c'est de voir ses élèves réussir et de les rencontrer. Quelqu'un disait, un médecin souhaite qu'il ait un malade, quelqu'un qui souffre pour que lui puisse mettre ses compétences. Le juge souhaite que vous ayez un problème pour qu'il puisse voir une infraction et vous tape. Seul l'enseignant qui veut vous voir tous les jours et vous souhaiter la paix et vous encadrer. Pour qu'enfin vous puissiez démultiplier ces connaissances. Je suis fier de vous, c'est réciproque. Par contre, vous avez posé des questions en disant politique publique, action publique. L'action publique, de façon régalienne, appartient au pouvoir politique. Maintenant, il n'est pas exclu que d'autres philanthropes, des groupes engagés, se constituent en ONG, des organismes non gouvernementaux qui viennent, même s'ils doivent investir, ils viennent accompagner l'action publique. C'est l'État qui, pour la plupart, leur dit ce sont mes compétences, j'ai un problème en éducation, aidez-moi à. Ils viennent avec un cahier de charges, avec des canevas de financement et d'accompagnement budgétisés
ils disent nous allons pouvoir faire des classes pour vous, pour résorber par exemple les habits provisoires. Quand ils le font, ils le versent dans le compte de l'État central. Donc, l'action publique peut être accompagnée par des associations, des ONG, des GIE, des partenaires. Mais quand on doit faire le cumulatif, ça va tous dans le compte, n'est-ce pas, de l'État. Merci Sassoumli pour la disponibilité. Il faut noter aussi qu'il répond toujours à l'appel des étudiants. Il a été là l'année dernière lors de cette journée d'intégration. Il a été là 2 fois à la journée d'intégration de la filière AS, Administration, Économie et Sociale. Donc merci pour la disponibilité envers les étudiants de l'ENO Kolda. La prochaine attestation sera remise à M. Souleymane Diao, étudiant en Master 1, Sciences politiques. Souleymane, merci pour la disponibilité. Monsieur le Président du Bénin, veuillez nous faire l'honneur, s'il vous plaît. Merci Souleymane pour la disponibilité. La prochaine attestation est décernée à M. Mamad Saïdou Sabali, étudiant en Master en Sciences Po. Donc il n'est pas là, Souleymane. Kimi, merci de lui remettre son attestation. Merci à Mamad Sabali. Une attestation de reconnaissance à M. Sekou Baldé, ancien président du club EJ, actuel secrétaire général du Bénin. M. Sika Baldé